courant du 20e siècle, les femmes ont franchi les barrières dressées pour leur bloquer l'accès à la vie publique. Elles ont cherché à conquérir leur autonomie. La marche de ces femmes ne fut pas toujours facile, mais leur héritage constitue notre présent et ouvre la porte sur l'avenir. Les années 70 sont une période de contestation sociale intense au Québec. Les organisations de gauche se développent. La question nationale suscite des passions. De nouveaux mouvements sociaux émergent. Des partis politiques et des groupes de gauche ont leur comité des femmes. La lutte des femmes s'accentue. À la CSQ, les femmes s'organisent. Le militantisme syndical, à l'époque où j'arrive, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de femmes du tout. Il y en a. Quelques-unes. Elles sont extrêmement peu nombreuses et leur caractéristique principale, c'est d'être célibataires. On ne le sait pas vraiment, mais d'être sans enfants. Quand elles ont des responsabilités syndicales, elles sont dégagées de cette obligation que constitue la famille, si on veut. À la différence des hommes, parce qu'évidemment, les hommes qui font du syndicalisme, on ne va pas leur demander de ne pas avoir d'enfants. Et au contraire, ils vont compter, eux, sur une conjointe à la maison qui s'occupe de l'intendance, et y compris probablement de refaire leur valise et de la défaire quand ils arrivent des instances. La centrale syndicale où je travaillais, la CEQ, donc, était même un lieu relativement favorable à ça. C'était pas... Mais il y avait une pesanteur de tradition. On ne concevait pas les choses de manière à ce que les femmes puissent avoir leur place dans le mouvement syndical. Plus on monte dans la hiérarchie syndicale, les femmes, c'est comme l'air en montagne. Ça se raréfie. Les femmes revendiquent des lieux spécifiques pour se retrouver, s'informer et s'organiser. La création d'un comité des femmes et d'un réseau est reconnue et mise en place en 1973. Il prend le nom de Comité Laure Gaudreault en 1974. Or, on a consenti des moyens pour un comité national et pour un réseau national. Alors, on a libéré des femmes à temps plein. Moi, j'étais à temps plein sur ce dossier-là. Je n'enseignais pas en même temps, là. J'étais la responsable libérée et j'avais une employée conseil avec moi, ce qui veut dire que la centrale payait 2 personnes à temps plein, plus les frais afférents d'un comité d'ensemble et d'un réseau qui devait regrouper tout de même une 60aine de personnes 4 fois par année. À partir de ça, bien sûr, on va s'assurer de démultiplier nos efforts parce que travailler au national, c'est une chose, mais ça n'a de sens que dans la mesure où on arrive à couvrir l'ensemble du territoire. D'où l'idée d'avoir des comités locaux et des réseaux de femmes qui vont reprendre les idées générales qui sont mises de l'avant et contribuer à leur définition aussi, là. 1975, l'année internationale de la femme, proclamée par les Nations unies, ouvre la décennie sur la condition des femmes. Le Conseil du statut de la femme publie en 1978 la première politique d'ensemble traitant de la condition des femmes sous le titre « Pour les Québécoises, égalité et indépendance ». À la CSQ, la réflexion autour de l'engagement syndical des femmes fait suite à la première enquête sur le militantisme des femmes. La question au cœur de cette enquête, y a-t-il une place pour les femmes dans le syndicalisme? Les conclusions se déploient dans un document important intitulé « Les absentes n'ont pas tous les torts ». En 1981, la CEQ propose une intervention pédagogique aux écoles du Québec intitulée « Pour de nouveaux rapports femmes-hommes ». 1984. Le Congrès est saisi d'une deuxième enquête sur la participation des femmes. Le constat est le même. Il y a sous-représentation des femmes à tous les niveaux de la centrale et les obstacles à leur participation sont nombreux. Dans la foulée de cette enquête, le comité publie La Voix des femmes pour la voix des femmes et organise un important rassemblement sous le thème « La lutte des femmes, un présent à organiser, un futur à défier ». Donc, on a fait une enquête, une très vaste enquête, pour se rendre compte que la culture syndicale était une culture très sexiste,
que le pouvoir était dans les mains des hommes, qu'il y avait des stratégies d'exercice du pouvoir qui se passaient ailleurs que dans les instances. C'est à ce moment-là, là, les réunions se tiennent le soir, ils se tiennent les fins de semaine, et le samedi, le dimanche. Les femmes sont responsables des enfants. Alors, avoir du temps pour s'occuper du syndicalisme, en même temps que tu as du temps pour aller aux réunions qui sont souvent à l'extérieur. Donc, cette disponibilité-là n'était pas très présente. Ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les conventions collectives sont écrites au masculin. Il y a toujours une petite phrase qui dit « le masculin englobe le féminin hein. ». Il embrasse le féminin quasiment. Alors donc, nous, on se dit, ça n'a pas de bon sens, là, quand les femmes lisent leur convention collective, elles ne sont pas interpellées. Alors, on met de l'avant une revendication pour féminiser les textes de convention collective. En même temps, les textes à l'interne de la CEQ étaient aussi au masculin. Alors donc là, on établit une politique d'écriture de texte et de langue parlée aussi, où il faut toujours qu'il y ait l'inclusion dans le langage des deux genres. 1988, le congrès de la CEQ marquera un grand pas dans l'avancée des femmes. Lorraine Pagé devient présidente de la CEQ et première femme de l'histoire à diriger une centrale syndicale au Québec. Il y avait un courant qui appelait à ce que des femmes prennent plus de place, accèdent à certains postes. Et j'ai été portée par cette vague-là d'une certaine façon. Et ça témoigne de l'esprit qui prévalait vers le milieu des années 80, la fin des années 80, où on voulait que des femmes arrivent dans certains postes clés. Et j'en ai profité d'une certaine façon. Mon arrivée venait montrer qu'il y avait un chemin qui s'était fait. Moi, je me rappelle un des premiers discours que j'avais prononcé. J'avais dit, pendant des années, les femmes occupaient le terrain, mais c'est les hommes qui étaient sur l'estrade. Et là, ça permettait justement de montrer que les femmes pouvaient être sur le terrain, elles pouvaient être au micro, mais elles pouvaient être aussi sur l'estrade. Mais la première fois que j'ai mis les pieds au comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, que je suis rentrée, et que j'ai vu que j'étais la seule femme dans un monde d'hommes, les présidentes centrales, les représentants du patronat, les fonctionnaires du gouvernement, c'est là que j'ai pris la mesure à quel point c'était encore un monde d'hommes. Je me rappelle d'une séance de négo où le porte-parole patronal m'avait dit « Ah ben ça, Madame Pagé, c'est vrai que ça prend des couilles pour aller présenter ça à une assemblée générale. » J'avais répondu « Ça tombe mal, j'en ai pas. » Après 15 ans de discussion sur la place des femmes dans la structure syndicale de la centrale, le constat est brutal. La sous-représentation des femmes persiste. Le Comité des femmes demande alors au Congrès de 1990 d'adopter une résolution visant à la mise en œuvre d'un programme d'accès à l'égalité syndicale. Alors, les femmes sont très, très peu présentes à mesure qu'on monte dans la hiérarchie du pouvoir à la centrale. Alors, on fait une vaste enquête pour essayer de comprendre les motifs qui inciteraient les femmes à venir militer syndicalement, quels sont les obstacles à leur venue dans le monde syndical. Et ça donne lieu, par la suite, en 1994, à des recommandations, un plan d'action sur un programme d'accès à l'égalité syndicale. On prenait des mesures, on avait des mesures quantitatives pour chaque fédération de la centrale. Chaque syndicat devait tenter d'atteindre dans toutes leurs instances, autant l'exécutif syndical, les conseils, les différents comités, essayer autant que possible d'atteindre la proportion de femmes qu'ils avaient dans leurs membres et qu'à la CSQ, ça soit la même chose. On a organisé des sessions de sensibilisation et de formation. On avait autant des sessions qui s'adressent sur la condition des femmes en général. On avait un premier niveau, deuxième niveau, là, qu'on appelait 101, 102. Là. Et après, on avait aussi c'est quoi un programme d'accès à l'égalité? Quelles mesures on peut prendre dans nos milieux pour essayer d'y arriver? Comment on encourage les femmes à se présenter? En 1997, on a voulu organiser un forum qui s'appelait le Forum des femmes avec le thème le pouvoir, un métier non traditionnel, pour justement s'interroger sur toute cette place-là que les femmes ont par rapport au pouvoir. Donc, on a abordé plein de thèmes qui concernaient autant la vie privée, la conciliation travail-famille, les milieux de travail, etc.
Au cours de ce forum, les femmes de la CEQ élaborent la Déclaration des femmes, porteuse des revendications, mais aussi du projet de société souhaité par les femmes. La déclaration est adoptée par le Réseau des femmes et reçue par le Congrès d'orientation de 1997. C'est comme si on nous disait qu'on n'a pas le choix d'ignorer et de mépriser la majorité d'entre nous. Il y a toujours moyen de faire autrement. Il y a d'autres solutions que le mépris. En 1997, on parle de l'égalité des femmes comme si elle était acquise, réelle. C'est une vaste supercherie, la plus formidable fiction jamais propagée. Il y a toujours un large fossé entre les lois et la réalité. Jusqu'où faudra-t-il aller? Que faudra-t-il crier? Que faudra-t-il faire maintenant pour qu'on daigne nous traiter en égal? Non seulement en parole, mais dans la réalité. Malgré les embûches, le portrait change. Des femmes accèdent à des postes de responsabilité syndicale et dynamisent les milieux locaux. Un des mandats le plus importants, en fait, du comité et du réseau des femmes, c'est de développer la participation des femmes dans le milieu syndical. Soit participation, en fait, aux instances décisionnelles de la centrale surtout, mais aussi dans les milieux affiliés et participation au comité de la centrale, où se fait les réflexions. Dès la fondation de cette fédération-là, donc les gens en place ont vu la nécessité de créer un comité des femmes et un réseau des femmes pour inciter les femmes à prendre leur place dans les postes de pouvoir. Dans les dernières années, on a vu plusieurs répondantes devenir soit trésorières, soit secrétaires, vice-présidentes et même présidentes de certains syndicats. Donc ça, c'est une grande fierté pour le comité des femmes et le réseau des femmes de voir ces femmes-là rayonner dans leur syndicat local. Donc, à travers le réseau, donc, on les outille au niveau des formations, au niveau de la convention collective, pour qu'elles deviennent des multiplicatrices dans leur syndicat local. Présentement, le défi, c'est d'atteindre la proportionnelle, donc d'être, en tout cas, tout près de 80%. Présentement, tout dépendant des instances, on est tout près de 50%. Donc, c'est déjà mieux que ce que ça a été déjà avant, mais il reste encore du travail à faire pour atteindre le 80%. Là. Je dirais que nous autres, on a peut-être 3 recettes, là, en tout cas 3 clés de notre succès là, comme comité. La première des choses, c'est vraiment le noyau dur de femmes qui sont non seulement féministes, mais qui partagent d'autres valeurs ensemble puis qui ont le goût d'être ensemble. Fait que ça, c'est bien important. On fait des réunions le soir autour d'un souper, on s'échange des textes, on s'échange des publicités sexistes qu'on critique ensemble, toutes sortes de choses. Puis on sent confiance dans notre groupe. La deuxième chose, je pense qu'on est allé chercher une crédibilité comme comité. Puis ça, c'est bien important par rapport à la réaction du milieu, justement. Nous, on a décidé avant tout comme comité de faire des actions pour nos étudiants et étudiantes. Donc, de sensibiliser les jeunes qui fréquentent le cégep chez nous aux inégalités hommes-femmes, en fait. Puis, ça, c'est un défi aussi. On a quand même pris le pari. On a fait le pari que, en sensibilisant nos étudiants et étudiantes, on sensibiliserait aussi nos collègues. Et on sentait ce besoin-là de faire œuvre utile. Peut-être troisième clé de notre succès, là, c'est d'avoir toujours eu l'appui des exécutifs syndicaux locaux. Au début, notre comité, on signait on organisait des activités, puis on signait nos publicités, le comité organisateur du 8 mars, en faisant bien attention de ne pas mettre des noms au bas de la publicité. Puis on s'est regardé à un moment donné, puis on a dit ça n'a pas d'allure, on n'ose pas s'afficher féministe. Donc on s'est surnommé de manière un peu ironique les frappés, les féministes ridiculeusement anonymes pour l'égalité et la solidarité. Puis après une couple d'années, on s'est senti bien mal à l'aise de ça, puis on a décidé de sortir du placard, si on veut. Et donc de s'afficher avec nos noms et même avec des photos prises lors d'activités qu'on avait organisées. Donc maintenant, on est les féministes résolument affichées pour l'égalité et la solidarité. Après avoir élu Lorraine Pagé et Monique Richard, les membres de la CSQ choisissent en juin 2012 Louise Chabot pour diriger l'organisation. Mais la progression des femmes à des fonctions politiques dans la centrale est fragile. Si plusieurs milieux s'inscrivent dans la démarche des programmes d'accès à l'égalité syndicale, les enjeux demeurent.
Les défis sont non seulement structurels, mais aussi culturels. J'ai l'impression qu'il faudrait absolument faire de la formation auprès des présidents, des exécutifs sur les causes des inégalités. C'est quoi la discrimination systémique? Comment ça se construit? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que dans nos syndicats, on a de la discrimination systémique? Le lien avec les rapports sociaux de sexe, puis comment ça se fait que ces inégalités-là perdurent dans le temps. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, sont plus lourdes, ce qui veut dire que quand tu arrives à 4 heures, tu es brûlé. Ce qui veut dire que là, militer syndicalement, ça devient plus difficile, encore plus si tu as des enfants, puis c'est toi qui en es responsable. Un des enjeux le plus importants encore, c'est de reconnaître que au sein de nos instances syndicales, de reconnaître que la place des femmes doit être au moins proportionnelle à sa représentation. La CSQ s'est donné un outil qu'on appelle le Programme d'accès à l'égalité syndicale, un outil qui est une décision de congrès avec un ensemble de mesures pour permettre et faciliter la place des femmes au sein de notre organisation. Les femmes à la CSQ, c'est plus de 75%. On pense que ça doit se traduire au sein de nos instances. Et la CSQ, comme d'autres organismes publics, on voit que même si on avance, que cette question-là de la présence des femmes dans les lieux de pouvoir, nous aussi, il faut continuer d'y travailler. L'éducation a été une voie essentielle à l'émancipation des femmes, à l'amélioration de leurs conditions de vie et la pierre angulaire de leur égalité sociale. Pour contrer la discrimination à l'égard des filles et des femmes, le Comité des femmes va, dès ses débuts, s'attaquer aux stéréotypes sexistes et sociaux omniprésents dans les manuels scolaires. Et les stéréotypes dans les manuels scolaires, il fallait d'abord les débusquer. Hein? On les a débusqués, on les a analysés, on les a déplorés. Ensuite, on a constitué une offensive sérieuse pour en venir à bout. Et on a fait, par exemple, des perles dans ces manuels scolaires. Un qui était particulièrement fort bien fait au secondaire, manuel pour la vie professionnelle, formation des secrétaires. Et dans ces cas-là, c'était toujours des femmes, évidemment. Alors, on racontait comment il fallait se faire belle, être patiente, charmante, gentille, tolérer son patron, le soutenir, l'aider à passer à travers les phases difficiles. Et quand on rentrait à la maison, après avoir préparé le souper naturellement, il y avait un petit texte qui permettait d'avoir des recettes simples. Il ne fallait pas embêter son mari avec les vétilles de sa propre journée parce que lui, je suis texto, là, allait plutôt avoir envie de vous raconter la sienne. Et là, on va produire un cahier qui va aller dans toutes les écoles, qui a été fabriqué avec des permanents de la centrale, bien sûr, mais avec la collaboration, la contribution de l'ensemble des femmes qui viennent au réseau. Et on va l'appeler pour créer de nouveaux rapports femmes-hommes. Alors là, d'abord, il faut s'expliquer sur le titre. Nous, c'est clair que c'était une position politique que de parler de rapport femmes-hommes et pas de rapport homme-femme. Mais on était tellement habitués à cet ordre-là qu'on avait même oublié que l'ordre alphabétique justifiait qu'on parle de femmes-hommes, si on veut. Alors. Les rôles étaient très stéréotypés et très discriminés, et c'était ça qui était illustré dans les manuels. Donc, on perpétuait, par les images qu'on proposait aux enfants, des rôles absolument insensés qui allaient complètement à l'encontre de la Charte des droits qu'on avait promulguée des années avant. Au début des années 80, le harcèlement sexuel devient un dossier majeur. Le Why des femmes et le magazine La Vie en rose s'associent pour démontrer les dessous de la violence faite aux femmes. Le Comité des femmes n'est pas en reste et mène sa propre enquête. Le harcèlement sexuel vu de l'intérieur, portant sur la réalité des jeunes filles de 10 à 16 ans dans le milieu scolaire. Et là, on a fait cette enquête-là qu'on a passée dans toutes les écoles primaires et secondaires. Puis ensuite, on en a fait une analyse pour dire les jeunes filles vivent du harcèlement sexuel, clairement sexuel, mais vivent aussi du harcèlement sexiste. Des mots, on rit d'eux autres et tout. Et là, on a sorti toute cette recherche-là qui a été
qui a fait beaucoup la manchette dans les médias. On a embauché une dame qui a fait la riposte de Camille, qui était toute une petite bande dessinée, qui mettait en scène certaines situations que les filles vivaient, qui nous étaient apparues dans l'enquête, et comment les filles devaient apprendre à se défendre de cela. Le problème qu'on avait dans le harcèlement sexuel, ce qu'on voyait dans l'enquête, c'est que les petites filles, elles sont mal à l'aise de dire non. Elles sont mal à l'aise, mais elles se battront pas parce que, tu sais, une petite fille, ça se bat pas. Alors, on voulait que les filles apprennent par cette bande dessinée-là à dire non, à se défendre, à dire « lâche-moi, hein, laisse-moi tranquille ». Je me rappellerai toujours du réseau où on a commencé à présenter une vidéo sur la violence physique et qu'on a voulu, et que je me rappelle avoir dit, il y a ici, si on dit que les femmes sont violentées, il y a une femme sur 3 qui est violentée. Ici, on est 50, on doit en avoir une quinzaine. En disant, si je faisais un calcul mathématique. Et on aurait pu entendre voler une mouche. Et on a eu des femmes après qui ont pleuré, qu'ils étaient des femmes battues, c'était des enseignantes, là. Alors, donc, on s'est dit, bon, là, ça va faire. Il est temps que les filles aient d'autres choix dans la vie que de servir les autres. Et ce qu'on a demandé, c'est au ministère de l'Éducation de vraiment faire le ménage des manuels, des bibliothèques, tout le matériel scolaire, les livres. Ça a été revu au complet. Donc, il y a eu vraiment des pas énormes, des pas de géants de franchis. Toutes les maisons d'édition ont été obligées, suite aux pressions syndicales, aux pressions de la société en général aussi, qui a été sensibilisée à ça, à réviser complètement tout le matériel scolaire. Alors, on a eu droit à des images, des modèles avec des rôles différents pour les filles, diversifiés comme pour les garçons, et aussi pour les communautés culturelles, pour les Autochtones, les personnes handicapées. Mais le comité ne veut pas s'arrêter là. Il lui faut aller plus loin. Il organise donc, en 1987, un forum sur la désexisation des apprentissages et publie une intervention pédagogique majeure, la culture en question. Le forum comme tel, c'était pour essayer de comprendre quel rôle nous, comme organisation syndicale, on pouvait avoir sur l'influence des choix de carrière chez les jeunes. Si tu veux avoir accès au marché du travail, ben il faut que tu aies la formation qui est l'exigence préalable, avoir accès à cet emploi-là. Alors, on a eu beau essayer de mettre en place toutes sortes de mesures pour favoriser que les filles s'en aillent dans des métiers traditionnellement masculins, et l'inverse. On voulait aussi que les hommes viennent dans des filières féminines. Le comité constate cependant que malgré le fait que les filles représentent la majorité des diplômés, leur choix d'études demeure profondément stéréotypé. Leur faciliter l'accès aux métiers non traditionnels devient ainsi une priorité. La CSQ s'associe alors au concours Chapeau les filles du ministère de l'Éducation, une initiative qui a des répercussions importantes sur la réussite scolaire et l'insertion professionnelle et qui culmine par un gala à l'Assemblée nationale. Mais malgré plusieurs décennies d'avancées importantes des femmes, le constat actuel est désolant. Le sexisme prend de l'ampleur et on assiste de plus en plus à l'hypersexualisation du corps des femmes et des filles. Puis je sais pas si c'est parce qu'il y a eu... on a pensé que c'était gagné, mais ce qu'on se rend compte depuis à peu près 10-15 ans, c'est qu'il y a un retour, l'hypersexualisation qu'on disait à l'époque, mais maintenant qu'on va plutôt nommer comme sexualisation de l'espace public ou sexualisation de la personne, et l'hypersexualisation en voulant dire que l'excès. Puis dans les années 2000, 2003, particulièrement par le biais du Réseau des femmes, ils nous ont demandé, on demandait à la centrale des syndicats de mettre sur pied une coalition nationale contre les publicités sexistes parce que, étant du monde qui vient de la santé, de l'éducation et des services sociaux et de la petite enfance, ça veut dire que quotidiennement, on était confrontés avec des filles qui avaient des tenues vestimentaires très hypersexualisées, qui faisaient face à un environnement qui avait des publicités sexistes, beaucoup. Donc, ce qui fait qu'en 2006, on a commencé à mettre une table de travail, à proposer à des groupes de femmes à savoir si elles étaient intéressées, si elles croyaient que c'était pertinent
de faire comme un genre de réseau de vigilance par rapport aux publicités pour les dénoncer, parce que c'était une façon d'être en action pour dénoncer les publicités sexistes. Puis les publicités sexistes, on pourrait dire que c'est une façon parfaite pour démontrer qu'il y a des stéréotypes encore très présents au niveau de stéréotypes sexuels. Chez nous, par exemple, on a des enjeux sur lesquels, concrètement, on a pu travailler ou qu'on est encore en train de travailler. Par exemple, les publicités sexistes dans l'agenda étudiant. L'action féministe, ça se passe pas seulement dans les instances, puis ça se passe pas seulement dans les grands mouvements nationaux. Je pense que ça se traduit avant tout dans les lieux qu'on connaît mieux, dont on est le plus proche, donc dans notre milieu de travail. Ainsi, depuis le début des années 2000, le comité réclame le retour des cours d'éducation sexuelle non sexistes et non hétérosexistes. Il lutte aussi contre le discours ambiant qui soutient que l'école est trop féministe et que la présence prédominante des femmes au primaire et au secondaire nuit à la réussite des garçons. Pour les féministes de la CSQ, la réussite scolaire, c'est l'affaire de toutes et de tous. Quand j'ai annoncé à mon syndicat que j'étais enceinte et que j'ai voulu savoir à quel congé j'avais droit et à quel traitement j'avais droit, on m'avait dit à rien. C'est aussi simple que ça. Non, je ne perdais pas mon travail parce que dans la convention collective, c'était marqué que je pouvais démissionner en tout temps. Étant enceinte, je pouvais démissionner en tout temps sans pénalité pour bris de contrat. Comme c'était absolument impensable d'avoir des enfants sans être marié, il était parfaitement inutile d'avoir des congés de maternité. Tout était d'une belle logique, mais c'était une logique extrêmement offensante. Alors ça, c'est devenu, ma motivation principale. Il fallait changer ça. Mais s'agissant du congé de paternité, alors là, j'aime autant vous dire que non. Et là, on a tout entendu. On a tout entendu sur le congé de paternité. Du genre, y avez-vous vraiment pensé? Vous voulez les envoyer à la pêche? Ou alors, allez-vous accoucher dans le temps de la chasse? Et j'ai même eu deux enseignantes d'un certain âge, parfaitement charmantes par ailleurs, qui ne m'ont pas imposé ça en public, mais qui, après mon exposé, m'ont interpellée en me disant, vous demandez vraiment un congé de paternité? Vous pensez pas qu'on a assez du bébé? La situation est pathétique. À la fin des années 70, les militantes syndicales s'organisent. Au moment du Front commun du secteur public en 1976, les comités de la CSQ, de la CSN et de la FTQ organisent une semaine de la condition féminine sous le thème « La lutte de tous ». On a multiplié les coalitions, les collaborations. On multipliait les événements aussi, les États généraux, les manifestations et les 8 mars. Alors, on a signé en 79 les droits parentaux, c'est-à-dire le premier congé de maternité décent, payé 20 semaines avec une semaine de congé de paternité pour les travailleuses salariées syndiquées du Front commun. Mais ça va prendre 10 ans encore avant que ce modèle s'applique à l'ensemble des travailleuses québécoises. De sorte que non seulement il nous fallait convaincre et mobiliser, mais il nous fallait aussi beaucoup patienter. La décennie 70 se termine avec la tenue des États généraux des travailleuses salariées québécoises, organisés par les comités de conditions des femmes et la publication d'un manifeste CEQ-CSN, La lutte des femmes, une lutte collective, une lutte permanente. Il y avait une cohérence remarquable dans l'ensemble de la revendication des femmes à l'époque où on est. Je dirais que l'axe essentiel, c'était l'indépendance économique. Il fallait un traitement égal pour que les femmes puissent bénéficier d'une existence égale. Comme travailleuses, salariées, syndiquées, c'était au fond l'essentiel de la revendication, s'assurer par tous les moyens et par tous les biais, mais d'abord par le droit au travail, que les femmes puissent bénéficier d'une indépendance économique parfaite. Un autre front s'ouvre au début des années 80 pour lutter contre la discrimination sexuelle en emploi et dans le milieu syndical.
La mise en place de mesures pour contrer cette discrimination est urgente. Parce qu'on faisait des débats extrêmement radicaux. On analysait toute la discrimination, on analysait le patriarcat, puis on disait il y a des effets d'exclusion, puis là on a commencé tranquillement pas vite à dire les effets d'exclusion sont pas liés aux intentions, sont liés aux résultats. Alors donc, au Congrès de 84, on gagne des programmes d'accès à l'égalité syndicale avec des mesures, des objectifs, des mesures concrètes. Le fait que le comité est non mixte, le fait que le réseau est non mixte, l'obligation des syndicats d'entretenir un comité puis d'entretenir un réseau dans leur syndicat. On gagne des forums exclusivement composés de femmes. Même si on ouvrait la porte à une mixité pendant les forums, il y avait des espaces pour les hommes, des espaces pour les femmes puis des espaces ensemble. On commence tranquillement pas vite à amener l'obligation de quotas. On négocie une banque pour responsabilité parentale, on négocie des programmes d'accès à l'égalité dans les milieux de travail. Il n'y a pas beaucoup d'argent. On négocie la féminisation du langage. Le Conseil du Trésor se bidonne à toutes les fois que je parle de ça. Les garderies, il y avait déjà eu une étude sur les garderies, mais il n'y avait pas encore de réseau de garderies. En 1982, le gouvernement Lévesque procède à une ouverture illégale des conventions collectives et décrète une coupure salariale de 20 % et des modifications au régime de retraite. En 1983, les enseignantes et les enseignants déclenchent une grève. En riposte, le gouvernement impose la loi 111, la loi la plus féroce de l'histoire, qui introduit une coupure de 2 jours de salaire par jour de grève, la perte d'1 an d'ancienneté par jour de grève, le congédiement sommaire et l'interdiction d'occuper un poste syndical pour un contrevenant. Donc, ce qu'on a fait, c'est fait une analyse en disant, en même temps que le 20 % sur 3 mois est vraiment très grave pour tout le monde, les femmes payent un prix plus grand que les hommes le payent. Mais c'est sûr que ça a créé une situation un peu d'être désabusé. Parce que quand tu crois que ton rapport de force va réussir à te faire gagner quelque chose, et ton rapport de force ne te fait rien gagner, au contraire, il t'écrase. Alors là, tu commences à douter de la force de la force d'un rapport de force. Les années 80 permettent néanmoins des avancées. La Charte des droits et libertés de la personne vient interdire le harcèlement et autorise les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Puis, en 1989, la Coalition en faveur de l'équité salariale est enfin créée. La Charte des droits et libertés québécoises avait été adoptée un peu plus de 10 ans à partir de cette période-là. Donc, les femmes et les groupes discriminés dans la société font plusieurs tentatives d'obtenir l'égalité. Alors, moi, j'arrive à cette période où on commence à mettre sur pied des programmes d'accès à l'égalité. Il y en a pour l'emploi, donc programme en emploi. Il y en a en éducation aussi. En fait, on s'est dit, malgré le fait qu'on mettait en place plusieurs mesures pour favoriser des choix différents des filles, on s'est rendu compte que les filles continuaient à choisir des profils traditionnels. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, finalement? On peut pas reprocher aux filles de vouloir continuer à être enseignantes, à être infirmières, à être secrétaires. Mais on s'est rendu compte en même temps que ces emplois-là étaient moins bien rémunérés que des emplois équivalents qui demandaient des formations équivalentes. Et ces femmes-là gagnaient le 2/3 du salaire des hommes. Alors, on s'est dit, peut-être que ce serait important de travailler sur d'autres aspects du travail, donc l'équité salariale, qui est devenue une des revendications importantes dans ces années-là. Parce qu'on s'est dit, oui, on veut que les femmes travaillent, on veut qu'elles exercent des milieux, des métiers différents, des professions différentes, mais si elles continuent à occuper ces emplois-là, au moins qu'elles soient payées à leur juste valeur. Là où il y a eu vraiment des améliorations très importantes, c'est dans l'occupation de postes de direction, de cadre pour des femmes qui avaient la formation. Il y a eu vraiment une amélioration importante.
Depuis le congrès de la CEQ de 1976, qui avait adopté sa première recommandation concernant l'équité salariale, le Comité des femmes n'a eu de cesse de mettre de l'avant cette revendication. Et ce n'est que 20 ans plus tard, en 1996, qu'elles obtiendront enfin une loi sur l'équité salariale. Et toute cette bataille-là, c'est ça le sens profond qu'on voulait corriger par le fait d'obtenir au Québec pour la première fois une loi d'équité salariale. Bien avant la loi d'équité salariale qui est entrée en vigueur en 1997, il y avait toutes sortes de revendications qui visaient justement à reconnaître la juste valeur du travail féminin ou du travail des femmes. Mais ça se faisait plus dans un contexte soit de plainte ou de travaux qu'on a appelés de travaux de relativité salariale, où ces questions-là, c'était oui de donner une reconnaissance, mais ça ne corrigeait pas nécessairement la discrimination systémique faite à l'endroit des femmes au niveau salarial. Donc, de reconnaître leur travail dans divers aspects. Et pour ça, on est venu vite à la conclusion que sans une loi proactive, c'était impensable de corriger la discrimination qui sévit et qui sévit encore aujourd'hui. Là, c'est pas totalement atteint, la question d'équité salariale entre les hommes et les femmes. Ça a été l'ensemble de la société civile qui a poussé cette idée d'avoir une loi proactive qui corrige vraiment la discrimination. Donc, c'est une valeur forte qu'on a voulu créer dans notre société, que les femmes méritent d'avoir pour un travail équivalent un salaire égal. C'est pas une concurrence entre les femmes et les hommes, c'est une reconnaissance de la valeur d'un emploi. Mais la violence et le harcèlement sexuel demeurent d'actualité. Afin d'en saisir l'ampleur, en 1997, le Comité des femmes mène une enquête quantitative sur la violence en milieu de travail et en milieu de vie. Et cette enquête-là, ce qu'elle montrait, c'est au moins 3 choses. D'abord, que dans les milieux de travail, c'est la violence psychologique qui était la plus importante. Deuxièmement, ce qu'elle montrait, c'est que les auteurs de la violence étaient à 70% de sexe masculin. La provenance de la violence, c'était la clientèle, c'était les autorités, la direction, et en troisième lieu, c'était les collègues. C'est dans ce contexte que la santé des femmes au travail devient une priorité du comité. Il entreprend alors, avec l'équipe de la santé et sécurité au travail de la centrale, un projet de recherche en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement de l'UQAM. L'objectif des chercheurs de Symbiose, c'était justement de voir que la santé des femmes dans les emplois qu'elles occupent majoritairement ou à forte prédominance, c'était aussi des emplois à risque. Donc, ça a abouti justement à des campagnes pour faire en sorte que la CSST, la Sécurité Santé du Travail, élargisse les groupes prioritaires et puis qu'elle couvre pas simplement les emplois masculins couverts traditionnellement, mais aussi les emplois à prédominance féminine qui affectent la santé. La réingénierie de l'État prônée par le gouvernement Charest dès 2003 et les 10 années qui suivent mettent en danger les progrès réalisés. Les compressions dans les services publics et les attaques aux programmes sociaux s'amplifient. Elles affectent particulièrement les femmes et compromettent l'atteinte de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Puis là, à un moment donné, dans le mouvement des femmes, on se dit « wow », c'est comme...
le virage ambulatoire, c'est sur notre dos qui se fait. Fait que là, on a décidé de regarder plus en détail les effets que ça avait sur les femmes. Puis là, on s'est rendu compte que toute la question de l'invisibilité des femmes, c'était autant comme travailleuses qu'on était invisibles, parce que quand le gouvernement décide qu'il défonce dans un secteur comme l'éducation, la santé, ben c'est les emplois des femmes qui sont menacés. En santé et services sociaux, nous savons qu'au Québec, puis c'est un domaine où on a vécu plusieurs réformes, plusieurs politiques, et il faut jamais perdre de vue dans ces débats-là, qui est comme société, puis comme centrale syndicale que nous avons amené aussi, que les femmes sont doublement touchées par ces mesures. Parce que les femmes sont les plus nombreuses à utiliser notre système de santé et nos services sociaux. Et elles sont aussi majoritairement celles qui travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est certain que quand on coupe dans les budgets de l'État, on atteint directement les femmes. Surtout si on coupe dans les services publics, par exemple, puisque souvent, ce sont les femmes qui vont pallier, en fait, aux services publics qui étaient donnés. Si on parle des soins de santé, par exemple, c'est souvent les femmes qui vont rester à la maison, en fait, pour prendre soin de quelqu'un, un enfant, un parent ou même un ami, maintenant, dans la nouvelle société où on vit. Donc, c'est souvent les femmes qui vont être obligées de prendre ça à leur charge. Et là, souvent, on va réduire le temps de travail, donc un temps partiel volontaire. Mais le temps partiel volontaire, ça va aussi atteindre ton économie, ton autonomie économique à ta retraite. Sur le front de l'égalité et de l'équité, la CSQ a gagné une autre bataille importante, la syndicalisation des responsables de services de garde en milieu familial. Malgré le refus du gouvernement Charest de leur reconnaître un statut particulier, c'est plus de 15 000 femmes qui ont obtenu l'accès à des conditions de travail décentes. Les règles du marché du travail rendent cependant difficile la conciliation famille-travail. Aussi, le comité et le réseau des femmes militent activement pour la mise en place d'une loi cadre pour la conciliation famille-travail. C'est comme si les femmes sont rentrées massivement sur le marché du travail au Québec, mais on n'a vraiment jamais ajusté le marché du travail à cette nouvelle réalité. Ce qu'on veut, c'est que les femmes s'ajustent à la réalité du marché du travail et avec elles, leurs enfants puis les familles, qu'elles s'ajustent à la réalité du marché du travail. C'est comme si le marché du travail avait encore des difficultés à reconnaître qu'il y a une responsabilité là-dedans et que lui doit s'ajuster aussi au fait que les femmes sont là massivement. La conciliation famille-travail comme enjeu féministe, c'est une priorité. On sait qu'il y a eu des travaux sur la santé mentale. La surcharge de travail est très lourde. Fait qu'il faut être capable de voir le travail autrement. Et les femmes, là, on a créé une coalition. On a parlé de l'équité salariale tout à l'heure, l'importance d'une coalition. Bien là, on revendique à notre gouvernement la même chose en matière de conciliation famille-travail, c'est-à-dire une loi cadre, une loi proactive qui va obliger chacun de nos employeurs à mettre cette perspective-là dans le monde du travail. Mais ce n'est pas tout. Pour que l'égalité entre les femmes et les hommes prenne forme dans tous les aspects de la société, le comité insiste. Il faut absolument accepter d'interroger chaque politique, chaque programme gouvernemental pour vérifier son effet sur les femmes. Il faut effectuer une analyse différenciée selon les sexes pour éviter de reproduire la discrimination. Donc, à chaque politique, à chaque réforme, que nos gouvernements fassent une analyse différenciée. Tranquillement, ça entre dans les mœurs. Le gouvernement nous dit que de plus en plus de ministères, mais c'est faux. C'est faux. Si ce serait fait, les réformes se feraient autrement. Juste la vision budgétaire de nos gouvernements, avec d'agir particulièrement pour réduire les dépenses de l'État. Bien, réduire les dépenses de l'État, à quelque part, ça va toucher particulièrement les femmes. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut illustrer comme centrale. On le fait peut-être pas assez, il faut le faire encore plus, et surtout convaincre que oui, il y a quelque chose de particulier pour une catégorie qui est encore minoritaire et plus malmenée dans ces débats-là.
Les années 70 consacrent le ralliement des forces féministes du Québec autour de revendications phares. Service de garde, droit à l'avortement, droit au travail. La violence faite aux femmes mobilise le mouvement avec un slogan « La rue, la nuit, femmes sans peur ». En 1974, on célèbre le 8 mars pour la première fois. L'année suivante, l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne inscrit l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans un acte juridique fondamental. Ça a été une époque extraordinaire parce que ce n'était pas quelque chose d'isolé. On voyait crépiter, on entendait crépiter plutôt, partout, dans tous les coins de la société. C'était un véritable mouvement. On parlait de stéréotypes sexistes en éducation, de l'éducation sexuelle à l'école parce que ça faisait défaut, il n'y en avait pas. On parlait de la place des femmes dans le syndicalisme parce qu'elles occupaient une position qui était bien, bien inférieure à leur nombre, à ce que le nombre justifiait. On parlait de droits parentaux, de congés de maternité, de congés de paternité, de garderie. On parlait du droit à disposer de son corps, donc du droit d'accès à l'avortement. Bref, on en avait plein les mains. Les travailleuses syndiquées s'occupaient du droit du travail, les juristes féminines s'occupaient des lois, les historiennes revoyaient l'histoire et les théologiennes s'occupaient de la religion. Donc, ça venait de partout, mais ça convergeait au fond vers un grand but qui était l'indépendance et l'égalité pour les femmes. En 1978, le Conseil du statut de la femme dépose une politique d'ensemble sur la condition des femmes avec comme titre « Pour les Québécoises, égalité et indépendance ». Et en 1979, le gouvernement de René Lévesque crée le poste de ministre délégué à la condition féminine et c'est Lise Payette qui en sera la première titulaire. Le mouvement syndical était beaucoup plus un agent de changement. On allait chercher le monde syndical parce qu'on leur faisait la démonstration qu'ils devaient jouer, ils devaient être moteurs dans la société, puis ils devaient donner l'exemple dans la société, et que si le syndicalisme n'allait pas de l'avant pour faire des revendications plus progressistes, personne ne le ferait. Là où on va commencer à se distinguer des années 80, quand moi je vais arriver, c'est qu'on posera pas juste la question de la lutte des classes et du fait que le système économique dessert les intérêts des travailleurs. On va commencer à dire, malgré que le système économique dessert les intérêts des travailleurs, il y a une lutte que les femmes mènent qui est une discrimination sur la base du sexe, une exclusion et qui ne prend pas toujours ses racines dans la société économique. L'Intersyndicale des femmes est créée en 1977. Elle prend rapidement le leadership d'organiser les événements marquant la Journée internationale des femmes. La diversité des thématiques, le caractère décentralisé des activités témoignent ainsi d'un mouvement des femmes agissant. Et puis, le 6 décembre 1989, c'est l'électrochoc. Le mouvement des femmes est frappé de plein fouet. Et je me souviens d'être chez mes parents et on entend aux nouvelles qu'il y a eu une tuerie à l'école polytechnique. Et toute la soirée, bien entendu, on est devant notre appareil de télévision. Et là, on dit il y a plusieurs victimes, un tireur fou qui est entré et qui a vraiment tiré les étudiants. Et toute la soirée, on ne parle que d'étudiants. Ce n'est que le lendemain qu'on commence à dire ce ne sont que des filles et qu'on commence à pouvoir dire que c'est un tueur qui s'en est pris aux étudiantes, aux filles étudiantes en génie parce qu'elles étudiaient en génie. Le lendemain matin, c'est la Sûreté du Québec qui m'appelle et qui me dit « Madame Pagé, le tueur avait une liste de femmes à abattre et vous étiez sur cette liste-là. » Alors, c'est sûr que là, ce qui avait pu être vu comme l'acte d'un tueur fou la veille, le lendemain matin, avec cette communication-là avec l'agent de police, tu comprends que ce n'est pas que ça. Qu'il y avait vraiment là-dedans une attaque portée à des féministes, à des femmes qui occupaient des postes dans la société. Moi, je me souviens de m'être dit et de dire à mes collègues à ce moment-là, finalement, il s'est trompé de cible. C'était pas nécessairement des féministes, ces filles-là. Là. Tout ce qu'elles voulaient, c'est de devenir ingénieures.
Mais lui, dans sa tête, des femmes, ça ne devient pas ingénieur. Puis il n'y avait pas d'affaires là, alors il a décidé de les tuer. Le 6 décembre, ça a donné une nouvelle portée à tout le discours de la violence contre les femmes. Mais la marche des femmes doit continuer, car elles sont de plus en plus fortes et structurées. En 1990, elles célèbrent le 40e anniversaire du droit de vote des femmes en organisant le forum Les 50 heures du féminisme sous le thème « Femmes en tête ». 2 années plus tard, en plein débat constitutionnel, le Forum pour un Québec féminin pluriel réunit plus de 1200 femmes de tout le Québec. L'intersyndicale des femmes prend alors tout son sens. Ça a été vraiment des moments importants pour tisser des liens et voir à organiser les alliances avec tous les autres groupes de femmes de la société. Les comités des femmes des syndicats sont souvent vus par le mouvement autonome des femmes comme n'étant pas des vrais groupes féministes ou n'ayant pas les mêmes préoccupations parce que c'est vrai que nos mandats, on les prend d'organisations mixtes où les décisions se prennent à la majorité et qu'on n'a pas la même autonomie que les groupes de femmes qui ne se retrouvent qu'entre elles et qui décident entre elles. L'enjeu du forum de 92, c'était ça. C'est comment on fait le lien entre le mouvement des femmes et les enjeux de société. Comment on fait le lien entre la violence, le travail, les décisions politiques, le budget. Essayer d'avoir une réflexion qui était plus articulée politiquement dans les enjeux de société. Sortir un peu du canal que c'est juste la question des femmes. Comment la question des femmes est une question de société? Comment la question des femmes s'intègre dans les droits de société? Et comment les droits des femmes font partie des droits internationaux, des droits humains? De ces rencontres, jaillit une idée de marche des femmes de tout le Québec. C'est la marche du pain et des roses contre la pauvreté. C'était absolument délibéré d'aborder effectivement une marche des femmes contre la pauvreté et non pas une marche contre la pauvreté des femmes, parce que même si les femmes sont les principales victimes de la pauvreté, c'est inacceptable pour tout le monde. Ça a été une aventure extraordinaire parce que j'avoue, moi, que quand on a dit des femmes qui vont partir de Rivière-du-Loup, de Longueuil et de Montréal pour converger vers Québec, puis on se disait, d'ailleurs, toutes les filles, on se disait, si on ramasse 50 femmes par contingent, on va être contente. Puis, là, quand les inscriptions ont été terminées, il y avait presque 1000 inscriptions. C'était extraordinaire. Les inscriptions rentraient, puis on se disait, mais comment on va faire? Et les femmes qui se promenaient à travers le Québec ont couché dans des écoles dans presque toutes les régions. Fait que chaque école qui était interpellée, les gens ont été d'une collaboration absolument extraordinaire. Puis même les secrétaires ici à la CSQ avaient suivi une petite formation, puis sur leur heure de dîner, puis sur leur temps libre, elles téléphonaient. Fallait qu'on rejoigne les 1000 femmes qui étaient inscrites. On s'est comme reconnus. On était comme dispersés à travers le Québec, je pense, puis on n'avait pas conscience de la force qu'on avait, de la vague qu'on pouvait être. Puis là, tout d'un coup, c'était comme, on est toutes ces femmes-là, puis là, on se voyait. C'était extraordinaire. Fait que on prenait conscience aussi beaucoup au niveau international de la condition des femmes. Puis les femmes au niveau international qui étaient au courant de la marche du pain des roses étaient abasourdies qu'on fasse ça. Puis là, on s'est dit, mais dans le fond, pourquoi pas en faire une en l'an 2000, mais internationale? Le succès de la marche incite le comité à élargir sa réflexion sur la situation des femmes au niveau international et c'est avec cet esprit qu'elle participe à la conférence internationale de Beijing qui lance l'idée d'une marche mondiale des femmes pour l'an 2000. Oui, en l'an 2000, on avait l'impression que les femmes des pays occidentaux avaient fait des grands pas dans les 40 dernières années et que tout d'un coup, on prenait conscience que la situation de nos sœurs à travers le monde, c'était pas ça. Puis qu'il fallait aussi avancer avec elles sous le principe que tant que toutes les femmes ne seraient pas libres, aucune ne serait libre.
Il y avait le passage, effectivement, à l'an 2000, où on disait aussi, on avait l'impression que ce millénaire-là pourrait être celui des femmes. C'était, on entamait le millénaire avec la Marche mondiale des femmes, puis on avait l'impression que la question des femmes se poserait avec beaucoup d'acuité. Ce que ça nous apporte, cette expérience-là, avec d'autres femmes qui ont d'autres luttes, qui soutiennent des fois d'autres revendications, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que on parle quand même d'une même voix. Et la voix, c'est l'autonomie des femmes, c'est la liberté des femmes, c'est la lutte contre la discrimination, c'est la lutte contre les violences, c'est les luttes contre la pauvreté. Tout ça, là, ça a différents visages, mais c'est le même souffle, c'est la même revendication à l'origine. Ça développe aussi un certain pouvoir d'action, un pouvoir de parole aussi face au gouvernement ou aux autres organismes internationaux, en fait. Je pense que c'est comme de reprendre ce qu'on vit au quotidien ici, dans nos rapports de pouvoir, avec le provincial ou le fédéral, et de le multiplier, en fait, par 10, quand on parle de réseau de femmes et d'informations qui te sont transmises et d'informations que tu dois transmettre. Donc, c'est très enrichissant. Dans la foulée de la Marche mondiale des femmes, un vaste réseau féministe international travaille alors sans relâche pour l'élaboration d'une charte mondiale des femmes pour l'humanité. Adoptée au Rwanda en décembre 2004, elle est lancée officiellement le 8 mars 2005. C'est là qu'on a décidé au niveau international de construire une charte mondiale des femmes pour l'humanité. Puis il y avait aussi la courte pointe de la solidarité. Il y avait comme deux choses. La courte pointe, c'est comme pour chaque pays avait à faire son carré. Puis ce qu'on voulait, c'est qu'à la fin, faire un genre de courte pointe pour que tous les pays soient représentés, puis que chaque carré, c'était les femmes qui exprimaient leurs revendications. Puis donc ça, c'était une façon artistique de revendiquer les choses. Et la charte, c'était un texte, puis c'était le Québec qui avait la responsabilité, parce que chaque des pays avait des responsabilités différentes. C'était le Québec qui avait la responsabilité de rédiger la charte. La charte et la courte pointe se sont promenés dans 50 pays, 50 points focaux qu'on appelait. Puis elle est arrivée au Québec, il me semble que c'est le 7 mai, je suis pas certaine, mais autour de ça. Et puis là, on était 15 000 femmes à Québec qui recevaient il y avait des hommes aussi, mais majoritairement des femmes qui recevaient la charte mondiale pour l'humanité. Puis cette charte-là, aujourd'hui, elle nous sert encore, parce que même pour la marche de 2010 par la suite, parce qu'il y a une marche en 2010, c'est toujours un repère pour nous, la Charte mondiale, parce qu'elle se base sur 5 valeurs qui sont toujours très importantes pour nous, puis qui se rapprochent des valeurs EVB. C'est démocratie, la justice, la solidarité, la paix, l'égalité. L'enjeu, c'est de reconnaître l'égalité. Il y a des places dans le monde où c'est que l'égalité de droit qui doit être atteinte, mais il faut continuer à faire voir par différentes illustrations que, en général, l'égalité de fait n'est pas encore atteinte et il faut y travailler. Fait qu'à chaque lutte, à chaque pas qu'on mène, que ce soit pour hausser le salaire minimum ou d'enrayer la pauvreté ou de contrer la violence, nécessairement, ou d'obtenir des victoires comme l'équité salariale, on fait nécessairement avancer à grands pas la société d'aujourd'hui et de demain. Et je suis confiante pour l'avenir. Ainsi, 40 années ont passé depuis la création du comité Laure Gaudreault. Les avancées sont significatives, mais la marche des femmes de la CSQ pour une réelle égalité entre les femmes et les hommes continue.